Bonsoir, bienvenue sur Meta.tv, lundi, mercredi, vendredi, des fois 21h minuit. En tout cas, vous êtes sur la bonne chaîne pour le direct. Ceux qui se posent toujours la question, est-ce que c'est en direct, c'est pas en direct? Là, en tout cas, vous êtes tombés sur le direct. Donc, comme d'hab, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux métanautes sur le chat, les plus fidèles d'entre vous, voilà, les nouveaux, les anciens, les New Jack, les migrants, parce que comme ils ont tous des iPhones, j'imagine. Il bien avoir des migrants aussi qui nous regardent, donc bonjour, on sait jamais, hello, donc on passe le bonjour, on fait le grand bonjour, voilà, c'est Bissot d'Abisso, voilà, ça c'est vraiment, on reconnaît la patte du old-timer, tu vois, quand il sort un truc comme ça. Et en tout cas, merci à tous pour cette petite libre antenne dans laquelle on va encore débriefer un petit peu les médias, un peu l'actualité, surtout que l'actualité elle est toujours pareille, ça continue, c'est toujours fantastique, c'est mieux qu'un scénario hollywoodien, il suffit d'allumer, de zapper, je veux dire, les chaînes de télé, vous avez quand même du régal. Alors, les policiers en colère, déjà, ça je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, moi j'ai vu les policiers, ils n'arrêtent pas de manifester, aujourd'hui c'est Hollande qui les a reçus, puisque ça faisait 5 jours quand même que ça durait. Visiblement, ils ont quand même de quoi s'inquiéter, quoi. Faut quand même penser... parce que c'est vrai que dernièrement, je trouve qu'on a beaucoup tapé sur la police avec les manifestations. Comme d'hab, très peu d'empathie parce que lorsque il y a une défaillance, on s'en remet toujours, c'est la faute de la police, etc. On est bien content qu'ils soient là aussi des fois parce que sans eux, on se demande comment on pourrait encore maintenir un semblant d'ordre social. En tout cas, il est vrai que les manifestations leur avaient donné une très mauvaise image. On avait vu les flics ça se tapait dans les rues, les histoires de faux flics. Aujourd'hui, on sait que tout ça aussi est très politique, puisque ce qui s'était passé lors des manifs, c'était avant l'élection de Sarkozy, il me semble, c'était en 2006, je crois bien, quand il y a eu les manifestations contre le CPE, le projet que portait à l'époque de Villepin, Sarkozy ayant laissé, aujourd'hui on le sait par les confidences de Patrick Buisson, son ex-conseiller, qu'il y avait à ordre en fait de laisser, on va dire, toutes les KRA, entre guillemets, agresser tout le monde. Comme il a dit, oui, on va les laisser faire leurs courses au Darty et au Gosport, donc les magasins qui avaient été dévalisés dans Paris, des scènes d'émeutes absolument hallucinantes. Et tout ça, on apprend donc c'était un calcul politique pour ensuite, évidemment, se poser au grand chevalier blanc qui vient sauver la France. Donc là, on a vu, par contre, il y a quand même des faits, des chiffres. Depuis que Sarkozy est parti, on sait qu'il avait fait un grand plan de remplacement de un non-fonctionnaire sur deux, le fameux RGPP, je sais plus comment on appelle ça, revue générale des politiques publiques, ou je sais plus quoi, ou rénovation, enfin il y a une espèce de terme, je ne me rappelle plus, de RGPP, puis en fait, vous savez, on remplace plus une personne sur deux. Mais alors, ça touchait beaucoup les fonctionnaires, et il y a eu beaucoup de postes dans la police qui ont été supprimés. Bon, dans l'armée, je vous en parle même pas, ils sont allés à la hache, mais dans la police aussi. Donc on a réduit les effectifs, au point qu'on se retrouvait des fois dans des villes, des fois de 60 000 habitants, ils ont 2 voitures, quelques policiers. Comment voulez-vous qu'ils puissent assurer une vraie mission de sécurité? C'est pas possible, sans compter, on sait tous les problèmes de matériel, c'est assez récurrent, on voit des flics qui disent, on a les témoignages, là, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez suivre un peu, qui vous disent, Claire, oui, on s'achète nos propres chaussures. Donc on a des flics en France qui s'en sont réduits à acheter leurs chaussures. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Faut quand même sacrément motivé pour aller au boulot, et se dire je dois payer mes chaussures, et en plus je vais risquer ma vie, et en plus il y a peut-être des mecs qui vont me tomber dessus et qui vont vouloir m'assassiner. Parce que ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, c'est quand même de la tentative d'assassinat. À un moment donné, faut pas jouer sur les mots, pendant 10 ans, ce qui s'est passé, c'est une tentative d'assassinat. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'ai entendu d'ailleurs certaines réactions à la suite de ça, puisqu'on est revenu, vous savez, en France, on ne sort pas de ce discours des années 80, SOS Racisme a tracé, vous savez, comme des pavés, comme des plots, donc le discours idéologique, on n'est pas sorti de ça, et vous avez Omar Sy quand même qui vient, je l'ai vu, c'était assez dans l'air, qui nous explique, tout ça c'est parce que les jeunes, on les écoute pas assez.
Ils les écoutent pas assez. Hein, alors moi, je vous invite à plutôt aller les écouter le lendemain sur une interview de BFM TV qui va au cœur de la cité, qui interviewe les jeunes. Hein. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, bah, ils sont plutôt d'accord avec ce qui s'est passé. Eh ouais, ben oui, parce que Omar Sy ne le sait pas, bah c'est vrai, il habite à Los Angeles, donc il est touriste en France maintenant. Mais bon, eh ben les jeunes en France, non, les jeunes, on les écoute parce que il y en a assez de ce discours. Ouais, on les écoute pas. On n'écoute pas quoi? On n'écoute pas qui? Les gens peuvent s'exprimer largement partout. Si c'est pour entendre raconter les mêmes conneries dans le poste journal de 20h, bon, s'il vous plaît, épargnez-nous. Hein. Si que toute la télé se Canal Plusise, c'est peut-être pas la peine. Hein. On a déjà une verrue dans le PAF. Ouais, si on commence à avoir des verrues partout, bon, voilà. Mais vous voyez, ce système qu'on veut nous expliquer, qu'en fait, les gens n'auraient pas la parole, les gens ne pourraient pas s'exprimer, mais les gens, quand on les laisse s'exprimer, voilà ce qu'ils vous disent. Et bien sûr, ils s'expriment d'ailleurs, et ils s'expriment largement, et sur Internet et partout. Ah, ils voudraient en plus, ah oui, évidemment, une place au journal de 20h, peut-être, je sais pas. Mais oui, ils s'expriment, et lorsqu'ils s'expriment, voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'ils comprennent parfaitement l'acte de ces assassins. Donc, c'est un peu... voilà. Alors oui, on parle de la bavure d'Adam Traoré, bah, bien sûr, on en a beaucoup parlé de la bavure d'Adam Traoré. Ça a fait la une des journaux, la une hein, de Traoré. Mais comme je l'ai dit, hein, quand il y a... je me rappelle plus son nom, il me pardonnera, mais ce petit jeune qui meurt dans la prison, pareil, étouffé par ses gardiens, bah, ça ne fait ni une, ni journaux, ni émeute, ni rien. Hein. C'est un pauvre monsieur voilà, qui nous passe un coup de fil parce que son fils est décédé et qui se bat contre une administration. Et pourquoi? Bah, il n'avait pas de chance, il était blanc, le mec. Ça n'intéresse personne. Le blanc n'est pas très coté, vous voyez, sur le côté du combat social. Vaut mieux s'appeler Mamadou quand on tombe sous les balles hein, aujourd'hui. Parce que je veux dire, si vous appelez Jean-Pierre, que vous venez de Vierzon, franchement... Ça n'a aucun intérêt, comprenez-moi, voilà. Hein. Moi, il me faut du Mamadou, du Mohamed, il me faut du 93. Là, il y a de quoi faire bouger les foules. Du Jean-Pierre, mais qui va bouger pour Jean-Pierre? Mais non, il faut être sérieux quand même. Non, faut être sérieux. Donc, voilà, pas de chance pour les Jean-Pierre. Hein, bah voilà, il faudra vous contenter d'essayer de passer sur des petits médias qui essaieront peut-être de vous pousser, mais c'est tout. Hein. Il n'y aura pas de manif, il n'y aura pas de Georges Soros, il n'y aura pas des millions de dollars, hein, il n'y aura pas des grands slogans, des gens qui viennent, qui ont vraiment, on va dire, ils ont leur petite place au chaud dans les médias, hein, parce qu'on nous dit, on les entend pas, mais moi je les entends beaucoup, alors je sais pas, et j'entends pas beaucoup les autres, mais je crois qu'on n'entend pas les mêmes personnes. Mais bon, ça c'est chacun son truc, mais voilà. Hein, et si la France avait des prisons décentes, mais ça on est bien d'accord, ça fait partie du problème aussi, bien sûr. Mais bon, le pauvre Jean-Pierre, hein, je veux dire, lui en prison, tout le monde s'en fout. En tout cas, les policiers, ils ont vraiment des raisons d'être en colère. Hein, alors, donc, on leur a enlevé leurs effectifs, les mecs, ils achètent leur propre matériel, on croit rêver. Hein, c'est la France, je veux dire, en voie de tiers-mondisation à vitesse grand V, hein, quand même. Faut se rendre compte. Hein, évidemment que les Français, alors que Sarkozy, il avait appelé ça comme le déclassement, oui. Le déclassement. Bien que lui, pendant ce temps, il va à Cap d'Antibes, il fait des restos à 120 000 euros. Mais bon, le déclassement, pas pour tout le monde, hein, c'est le déclassement, voilà. Mais les Français, ils en ont marre d'être traités comme des moins que rien. Regardez, à la SNCF, qui a des ordres. Hein. Alors là, c'est des circulaires de la SNCF. Donc, hein, je ne balancerai pas évidemment les noms, mais vous doutez bien, on connaît pas mal de gens à la SNCF. Ils sont dans la SNCF. Et qu'est-ce qu'ils nous expliquent, ces gens? Ils reçoivent des circulaires et on leur explique que les migrants doivent voyager en première classe. C'est pas un hoax, machin. Tu vois. Alors évidemment, hein, il y aura tous les sites, oui, mais c'est pas tout... Non, ils ont reçu des circulaires. Alors évidemment, c'est circulaires internes, donc on va pas les montrer, mais c'est comme ça. Et tellement, ils sont gênés, des fois, ils nous ont expliqué eux-mêmes par leur témoignage, qu'ils les mettent en deuxième classe et ils font surclasser des passagers qui, eux, ont au moins payé leur billet. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Vous voyez bien l'ambiance, comment elle est pourrie dans ce pays, quoi. C'est quand même extraordinaire. Donc on en est arrivé à une politique où maintenant la politique, elle n'est même plus de s'occuper des nationaux, des Français, mais elle est de tout mettre à disposition, tout est à disposition pour des migrants internes, qui signifie immigrés clandestins. Hein, parce que faut pas se laisser piéger encore par la novlangue, ce terme de migrant qui veut plus absolument rien dire. Le migrant, je veux dire, voilà, on a l'impression que c'est des oiseaux migrateurs, les mecs, d'ailleurs.
plutôt des ratons laveurs, on le verra, hein. Mais bon, dans le genre, voilà, les espèces de trucs, migrants, ça n'a plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. On a inventé ce terme sorti d'un chapeau, alors qu'il s'agit de gens qui sont immigrés clandestins, c'est-à-dire des gens qui viennent sur le territoire et qui s'imposent par leur présence et que vous devez prendre en charge. Hein, un peu comme des gens qui seraient là, vous rentrerez chez vous, ils sont chez vous, puis on vous dit non, vous pouvez pas les mettre dehors, faut que vous en occupiez en plus. Vous n'avez pas le choix. Oui, au bout d'un moment, bon, voilà quoi. Alors je sais, on va me dire, ah oui, tu tapes sur les pauvres réfugiés de guerre. Ouais, les pauvres réfugiés de guerre, ouais, vous l'avez vu l'autre fois, mais... Ah, il y a des nouvelles, on va voir un peu ce soir aussi, un petit peu, ouais, ce qui s'est passé, parce que... Ah ouais, je fais le lien, quoi, mais... Hein, vous allez voir, là, en ce moment, on parle beaucoup du démantèlement de la jungle de Calais. Hein, donc on a vu, c'est bien parce que ça a permis de voir aussi de près qui habitait dans cette jungle. Hein, les migrants, les réfugiés de guerre syriens. Ouais, pas beaucoup de Syriens, hein, tu vois, je sais pas moi. Alors, les Syriens, peut-être je me faisais une fausse idée. Hein, le Syrien, finalement, et on va dire, les populations d'Afrique australe, c'est les mêmes. Bon, moi, j'avais pas capté. Bon, c'est une erreur. Je suis pas ethnologue. Bon, vous aussi, certainement. Hein, vous étiez imaginé quand même les Syriens. Hein, et puis là, vous vous êtes dit, mais non, il y a eu un coup de chaud. Alors, comme ils ont foutu le feu cette nuit, on verra. Bon, bah, c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais en tout cas, hein, les Syriens, ils n'avaient pas trop des têtes de Syriens. On se demande où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est marrant, pourtant, il y a eu toute cette rhétorique. Hein, les réfugiés de guerre, ils ont traversé la mer. Hein, vous vous rappelez, dans le reportage, j'ai mis 11 ans, monsieur, 11 ans, c'est à branler pendant 11 ans, quoi, je veux dire. Ah ouais, il y a l'autre qui traversait la moitié de l'Afrique, la Méditerranée, le machin. Bon, allons-y, hein, on vous explique, machin. Donc les mecs, quand vous, évidemment, on vous balance les CV comme ça à la figure, si vous ne vous apitoyez pas immédiatement, vous êtes un immonde salaud et hein, vous méritez la chaise électrique, au minimum. Hein, sinon... si vous commencez à poser des questions de façon on vous balance, mais toi et tout, hein, pense à tes ancêtres. Si vous n'avez pas de chance, pas de bol d'être côté des ancêtres immigrés, ou alors si vous êtes français de souche, non, là c'est encore plus délicat. Vous pouvez finir pas très loin de Nuremberg. Hein. Le procès est pas loin, hein. Faut se méfier. Hein. C'est encore plus tendancieux. En tout cas, vous n'avez pas le droit de remettre ça en cause parce qu'on vous a expliqué justement au nom du pathos, c'est des réfugiés de guerre. Et évidemment, un humain normalement constitué, à peu près, on va dire normal, tout le monde aura ce réflexe de dire, bah, il est bien normal hein, qu'on accueille quelqu'un dont le pays est en guerre. Parce que par humanité, on aime bien l'humanité. Allez, on pourrait accepter, allez, on va accepter le déterminant humanité. Mais il y a un problème. C'est que tout ça se fait justement au nom des réfugiés de guerre, c'est-à-dire une situation de crise particulière, exceptionnelle, etc., qu'on pourrait comprendre. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il faut arrêter de nous prendre pour des dindons, il n'y a pas de réfugiés de guerre. Il y en a, certainement, mais c'est minime, très peu, il n'y a quasiment rien. Ce ne sont pas des réfugiés de guerre, ils arrivent du Soudan, ils arrivent d'Érythrée, de Somalie, d'Éthiopie, du Kenya ou d'Afrique francophone. Hein, donc c'est pas de la guerre. Il s'agit de réseaux qui ont été bien organisés. Alors ça, ce serait intéressant, c'est qu'on s'intéresse comment les mecs d'Érythrée, du Soudan, de Somalie, hein, ils arrivent jusqu'à Hanovre. Hein, le parcours est intéressant. Ou alors quoi, ils arrivent... Parce que je vous rappelle, quand même, quand vous êtes hein, dans la corne de l'Afrique, pour remonter... Déjà, ne serait-ce qu'à la frontière grecque, il doit y avoir au moins 2-3 000 kilomètres, hein, c'est pas plus. Hein, et il y a je ne sais combien de pays à traverser. Alors, qu'on m'explique, ces gens-là traversent où? Par à pied? Comment ils prennent l'avion, en fait, de Mogadiscio jusqu'à Istanbul? Voilà, il faudrait peut-être s'intéresser. Hein, comment ces gens-là arrivent? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des ONG hein, derrière. Hein, des ONG qui poussent, et qu'il y a tout un programme. Ah bon, il faudrait peut-être s'intéresser. Qui sont ces ONG? Qui sont ces gens? Est-ce que c'est les mêmes, là, Réfugiés, Fort-Calais, Kiers Fort-Calais, etc., que des ONG anglo-saxonnes, d'ailleurs, hein, au passage hein, ça mériterait quand même un petit peu d'intérêt. Parce que c'est comme ça qu'on va stopper le flot. Et encore, moi, vous savez, moi, je serais radical. Faut pas me donner les manettes.
Sinon, ah, moi, je ferme les frontières direct. Il n'y a même pas à chercher, parce que la solution, elle est claire. Hein. Faut, vous voyez, quand les gens rentrent chez vous comme ça par effraction, à un moment donné, il faut mettre des clôtures, hein, c'est tout. Hein, donc voilà, là, le problème, il est clair, parce que on a fait un appel d'air avec Calais, on va pas se mentir. Vous l'avez vu comme moi. Hein, l'autre fois, bon, évidemment, les gens qui, par humanité, hein, veulent aider leurs prochains, voilà, bon, même si ça fout la merde, mais on a bien vu que la majorité des gens refusent. D'ailleurs, là, ils sont en train de leur fourguer les migrants dans toute la France, personne n'en veut. Hein, mais bon, ça se fait dans on va dire, dans la plus grande autorité possible, puisque c'est les préfets qui se déplacent, il y a des réunions publiques, les gens vous expliquent qu'ils ne sont pas d'accord, et pourtant le camp de migrants, il ouvre quand même. Voilà. Alors vous avez des images aussi, toujours une bande de gauchistes qui applaudit en voyant les migrants. Hein. Eux, je les mettrais bien aussi dans un avion pour Mogadiscio, hein, au passage. Mais bon, chacun son truc. Mais c'est quand même extraordinaire de voir à quel point, bah voilà, on nous a propagandé, en fait. On nous a véritablement, je trouve, voilà, malaxé le cerveau sur cette histoire. Et ça continue, quoi. Ça continue. Alors, il y a eu tout à l'heure, justement, comment elle s'appelle, la préfète du Pas-de-Calais. Donc vous savez que le camp de la jungle est en cours d'évacuation, les médias l'ont largement couvert, donc c'était assez intéressant, vu qu'il y avait pas mal de médias sur place, il y a eu des images aussi, hein, de médias indépendants, très 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 intéressantes aussi. Et on a vu cette préfète aujourd'hui nous expliquer que le camp de migrants qui a pris feu, donc je vous rappelle, cette nuit, eh bien en fait, était comment dire, était en fait le fait en fait d'une tradition. Alors, on va voir, c'est extraordinaire ces images. Alors voilà, une petite entrevue de la préfète de Calais. Je vous laisse quand même apprécier ce qui nous est dit. Je trouve ça absolument fabuleux. On va le voir ensemble. J'espère que j'aurai pouvoir avoir le son. Pour nous, ce n'est pas une surprise. J'ai pas le son, moi, chez moi, pour que je puisse avoir. Voilà. Je vais avoir le son. Non. Oui. Les incendies de cette nuit, non, pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Non. I don't have it. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Je le disais hier. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait. Que je puisse entendre Madame Mucho, si je prononce en italien. Sur les incendies de cette nuit, pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Je le disais hier. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ouais. Ça veut dire aussi que vraiment, ils ont compris que le camp de Calais, c'était fini. Ils sont partis ou ils vont partir. Et avant de partir, ils détruisent leur habitat ou les commerces qu'ils avaient installés. C'était essentiellement les commerces qui ont brûlé cette nuit. Mais il n'y a pas eu moyen de les maîtriser parce qu'il y a évidemment beaucoup de forces de l'ordre présentes sur les lieux. Non, on sait toujours que pas de ces migrants évidemment quittent. L'habitude de ce genre de comportement des migrants, je le disais hier, nous avons déjà des incendies. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants, je le disais hier. Nous avons. Bon, bah, on le reporte. On reporte, on va les images ensemble parce qu'il y a des images fabuleuses. En tout cas, vous allez voir cette petite séquence, mais qui veut dire beaucoup de choses. En tout cas, ça concentre pas mal de trucs. Ok. Donc, voilà, on verra ces images-là ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore aussi dans l'actualité ? Il y avait les propos. Alors là, politiquement incorrect, bip. Alors moi, j'ai plus de problème. Je suis sponsorisé. Hein, comme ça, voilà. Essentiellement les commerces. Tous mes détracteurs peuvent s'en donner à cœur joie. Il n'y a pas de souci. On les montre bien. Voilà. Hein, on est en accord avec les règles. Ça tombe bien parce qu'il y a la reine du Danemark. Elle a dit... Vivre ici ne fait pas de vous l'un d'entre nous. Oula. Vivre ici ne fait pas de vous l'un d'entre nous. Et à qui elle s'adressait, cette jolie dame, cette grande
cette monarque européenne aux gentils migrants, à qui elle rappelait que si ces gens-là avaient l'intention, de s'installer au Danemark, il fallait pour ça qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans la société danoise. Et donc là, c'est vachement intéressant de voir que c'est la reine qui monte au créneau. Ça m'a fait penser d'ailleurs comme en Angleterre. Après le Brexit, vous savez, la reine avait dit, je suis toujours là, en forme de quenelle 360, pour ceux qui disaient l'Angleterre, ce sera l'apocalypse après. Et voilà. Donc c'est ça, ça donne quand même on va dire, de l'eau au moulin des monarchistes, puisque finalement, ils ont quand même un dernier référent. C'est-à-dire que dans les sociétés monarchiques, finalement, in fine, vous avez quand même le roi, quoi. Vous avez quand même une dernière instance, une dernière représentation. Parce que nous, derrière Hollande, il n'y a plus rien. Je veux dire, dans le système républicain français, c'est clair, c'est c'est le président de la République. Après, derrière, il n'y a plus rien. On n'a plus de représentation, on n'a plus de référent, on n'a plus rien. Donc les Français n'ont plus de référent. Et ce que je vois, c'est que ces pays-là, eux, ont conservé peut-être cette continuité. Et c'est bien de voir, vous voyez, la reine qui met le holà dans la société. C'est ce qui manque aux Allemands, d'ailleurs, parce que les Allemands, c'est pareil, ils sont un peu comme nous. Donc ça passe ? Ouais, non. Alors, ok. Je vais le remettre. Voilà. Et donc, nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Et donc voilà, c'est quand même, voilà, je trouve que ça donne un point pour les monarchistes. Moi, les monarchistes, je regarde ça aussi toujours un peu avec comme du folklore. Et pourtant, ça démontre que dans une société quand même où il y a un référent, peut-être que finalement, à la fin, on pourra peut-être pas faire n'importe quoi. On verra avec la Suède et la Norvège aussi, ce sont des royaumes d'ailleurs. Il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu, quoi. Mais bon, voilà, ça leur donne un point. Souvent, les monarchistes d'ailleurs, vous verrez que ce sont des gens d'une extrême, d'une extrême qualité au niveau de leurs connaissances culturelles, historiques, etc. Qui sont des gens qui ont toujours beaucoup, beaucoup de culture, un grand amour de la patrie. Et qui je ne trouve pas nocif. Je n'ai pas trouvé de... En fait, les royalistes me paraissent être des gens d'une extrême culture à chaque fois plutôt, mais pas des gens ni nocifs, ni voilà, qui vont mettre la société en péril. Non, ils cherchent plutôt à renouer avec une tradition, réinstaller peut-être un espèce d'ordre ancien, en tout cas qui a visiblement fonctionné à un moment donné. On ne sait pas. Voilà. On me dit, Danemark n'a pas besoin de migrants. Ouais, le problème c'est que, on dit ça, mais est-ce que l'Allemagne a besoin de migrants ? Vous savez, les Allemands d'ailleurs, on parle des Allemands, vous savez que les Allemands quittent l'Allemagne. En masse, il y a 1,5 million d'Allemands apparemment qui sont partis depuis 1 an. Et beaucoup vers la Hongrie. Et la raison essentielle, évidemment, de leur départ, vous en doutez, c'est pas à cause des Allemands. Voilà. Et donc, les Allemands, ils s'en vont. Donc, là, je crois que j'entends quelque chose. Ouh, ouais, là, oui, je m'entends, oui, c'est effectivement. Voilà, j'entends quelque chose. Alors, je disais, les Allemands... Sur les incendies de cette nuit, pour nous, ce n'est pas une surprise. En fait, nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Je le disais oui, je hier, m'entends dans le retour. Alors, je disais que les Allemands quittent... Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions. Voilà. L'Allemagne est quittée par les Allemands, ils n'en peuvent plus, tout simplement. Oui, ils n'en peuvent plus, c'est tout, c'est aussi simple que ça. J'espère qu'il n'y a pas le même sort qui nous sera réservé à nous, Français. Mais voilà, c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est qu'in fine, cette situation d'invasion migratoire de l'Europe et de la vie telle qu'elle est devenue ici fait que les Européens s'exilent et quittent le continent. Donc c'est ce qui se passe pour les Allemands, peut-être ce qui s'est passé aussi, alors pour des raisons économiques, on le sait beaucoup pour les Grecs évidemment, les Portugais,
et les Espagnols qui sont énormément émigrés, les Irlandais aussi, à qui le gouvernement d'ailleurs encourageait l'exil en disant oui finalement peut-être le mieux pour vous c'est de vous barrer. Vous savez quand on était au cœur de la crise de l'euro. Et là maintenant finalement ce ne sera pas l'euro qui achèvera cette migration pour le coup, et ce sera certainement l'arrivée massive migratoire voulue, la politique folle qui est menée par nos gouvernements européens, avec l'appui de ne sais quelle ONG, il faudra peut-être enquêter. Moi, je pense que c'est fondamental de savoir comment ces gens arrivent. On sait que oui, évidemment, quand vous avez des pays comme l'Italie, la Grèce, qui se trouvent complètement submergés, évidemment, par des vagues de migrants, ils ne peuvent pas les stopper. Puis en plus, il y a une injustice, puisque vous savez, dans le principe européen, ces gens-là doivent retourner après en Grèce et machin, parce qu'ils sont rentrés par là, etc., dans le droit européen. Donc ça veut dire que c'est eux qui vont se retrouver finalement à devoir régler le problème. Donc il faut régler ce problème. C'est un problème essentiel, c'est un problème capital. Ce sera pas comme ça, en tout cas, qu'on pourra le régler très vite fait. Alors cette semaine aussi, c'est marrant, parce qu'il y a eu, je vous dis, il se passe toujours tellement de choses. C'est Jean-Frédéric Poisson. C'est donc le candidat, vous savez, du Parti chrétien-démocrate, donc le remplaçant de Christine Boutin, qui est candidat, donc par alliance, puisque vous savez, il y a des alliances de partis, donc qui est candidat aux primaires donc des Républicains, vous savez, pour le prochain candidat à l'élection présidentielle. Alors lui, évidemment, il avait tout à gagner, évidemment, dans cette élection, puisqu'il n'était pas très connu, Monsieur Poisson, et grâce, évidemment, à la surmédiatisation de l'événement, il avait quelque chose, on va dire, il avait attiré son épingle du jeu, comme on dit. Et donc, ce Monsieur Poisson, il a fait une déclaration sur Hillary Clinton. La déclaration exacte, vous pouvez la retrouver, mais en gros, il dit qu'Hillary Clinton, c'est la candidate de Wall Street et des lobbies sionistes. Wouah! Qu'est-ce qu'il avait pas dit là, Monsieur Poisson? Sans jeu de mots, il s'est fait hameçonner direct par le Croix-Mordantour. On lui a expliqué non, Monsieur Poisson. En France, on est en France. En France, il n'y a pas de lobby sioniste. Vous dites ça, vous êtes déjà antisémites. Voilà. Ah, voilà, j'entends. Ouf. Voilà, là, ça passe. Ouf. Donc là, c'est... Voilà. Et donc, je disais que, voilà, Monsieur Poisson, à ses dépens, il a appris qu'en France, on ne peut pas parler des lobbies sionistes. Ce n'est pas possible. Parce que, voilà, vous avez vu, la Kommandantur lui est tombée dessus. Immédiatement, il a eu on va dire, alors là, c'est pire que la fine équipe. Il y a eu le CRIF sur le dos. Là, c'est chaud, quoi. Là, vous avez le CRIF sur le dos. Il a eu, les candidats, j'ai vu la réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Disait, oui, on va analyser si dans les statuts, on peut le virer d'office, etc. Ça a été complètement surréaliste. Pendant 2 jours, une polémique. Il a dû faire une lettre d'excuses, un peu sous forme de... D'ailleurs, lettre d'excuses, on peut en dire des choses sur cette lettre d'excuses, puisque dans la lettre d'excuses, c'est marrant, puisqu'il renfonce un peu le clou, puisqu'il ne nie pas l'existence de ces lobbies sionistes, au contraire, il explique très bien ce qui est une réalité, que ces lobbies bien moins hypocrites aux États-Unis se définissent comme lobbies sionistes. Il n'y a que en France où l'appellation lobby sioniste pose un problème. Cette appellation, elle ne pose aucun problème aux Américains. L'AIPAC, connu pour être un des plus grands lobbies sionistes, se définit comme tel, et le mot ne les effraie pas. Il n'y a qu'en France où on a bien vu encore que c'était la limite. Vous voyez, la ligne rouge à ne pas franchir, elle en fait partie, surtout lorsqu'on est dans le système médiatique, entre guillemets, voilà. Crash test poisson, 10 poissons grillés. Tu m'étonnes, là, ça fait un peu barbecue, effectivement. Il a voulu, mais il a compris à ses dépens les limites de notre liberté d'expression, et ça en dit long, d'ailleurs, pour moi, cet épisode sur notre pays. Évidemment, c'est ce que dénonce depuis très très longtemps
tout un tas de personnes, mais encore une fois, vous voyez, voilà, il a testé par lui-même, d'autant qu'il ne parlait pas de la France, c'est encore plus étonnant, puisqu'il parlait évidemment d'Hillary Clinton, des États-Unis. Mais vous voyez bien que l'expression lobby-sioniste, ils veulent nous faire croire, en fait, le CRIF, etc., qu'il n'y a pas de lobby-sioniste, ça n'existe pas. C'est un peu comme, quand la gauche, ils veulent rayer le mot race du dictionnaire, bah là c'est un peu pareil, le CRIF vous explique le lobby-sionisme, mais ça n'existe pas, c'est un antisémite. Hein, ils avaient hurlé à l'époque, je me rappelle, quand il y avait un ministre algérien, justement, qui avait dit que Sarkozy était le candidat, justement, des lobby-sionistes, un peu à la star de notre ami Poisson, hein, donc c'est un peu la même chose. Et il s'était fait allumer, pareil, raciste, le racisme, l'antisémitisme, ça hurlait au racisme, etc. Et là, c'est un peu la même chose, donc le pauvre monsieur Poisson, il n'a pas eu beaucoup de chance, effectivement, il se fait attraper par la commandanture, hameçonné au passage, et là, ça a été très violent pour lui, évidemment, j'imagine, pendant 2 jours, se faire traiter de raciste, d'avoir tous les médias qui s'interrogent, et voilà, est-ce qu'on va le virer, est-ce qu'on va le machin. Mais c'est une folie. En France, on est dans une véritable folie de ce sujet-là, ce qui démontre bien, évidemment, qu'on puisse m'en parler, ça démontre bien qu'il y a eu une omerta, et la puissance de ces gens-là, c'est phénoménal, parce que lorsqu'il s'agit, évidemment, de faire reculer, vous voyez bien, quand vous êtes dans des positions comme M. Poisson, voilà, vous êtes député, vous occupez un poste comme ça, on va dire, de responsabilité publique, eh ben, vous ne pouvez pas vous exprimer sur ces questions. Voilà, c'est clair. Je pense qu'il ne faut pas dénoncer les lobbies à 2 vitesses. Il existe certes des lobbies pétroliers, industriels et sionistes, mais aussi lobbies écolo de défense des droits de l'homme, etc. Oui, certainement, il y a toujours de lobbies, mais non, le lobby des droits de l'homme et les écolos, crois-moi, ils n'ont pas le bras aussi long que le lobby du CRIF. Vous ne faites pas le nombre de déclarations qu'il y a sur l'écologie, et ça ne fait pas la une, comme se font la une, cette simple déclaration qui, sortie de son contexte, est somme toute la palissade et d'une banalité. Parce que quand il pense, mon cher, justement, quand tu penses à sa déclaration, oui, Hillary Clinton, dans la main de Wall Street et des lobby-sionistes. C'est un scoop, c'est quoi, je me suis transformé en Hitler après avoir dit ça, enfin, c'est somme toute très banal, pour qui connaît un peu qui Hillary Clinton et qui est la personne, et ben, bon, voilà, c'est une vraie... c'est une vraie la palissade presque. Et pourtant, en France, cette simple phrase, on ne peut pas. Alors, on a noyé le poisson, c'est le cas de le dire. On a voulu tuer le poisson, c'était du harponnage. La chasse était ouverte, c'était la pêche au gros. Quand je veux dire, il avait le CRIF quand même sur le dos, etc. Et il a dû s'excuser. Il a quand même une forme de recul, parce qu'il aurait pu aussi s'entêter. Ce qu'avait fait Dieudo à l'époque, ce qu'on lui a reproché, c'est-à-dire de dire, bah non, je ne me soumets pas, en fait, à cette volonté suprême. Voilà, vous savez très bien comment ça a fini. Il aurait pu faire de même, Poisson, mais on sait très bien, sa carrière aurait été foutue, il aurait peut-être viré du truc, machin, enfin, mais vous voyez bien que c'est quand même, c'est ahurissant, de voir à quel point en France, en fait, il y a des lignes rouges comme ça sur ce sujet, sur cette thématique. Elle est toujours très vivace. Je pense que toutes les dernières années ont démontré à quel point il y avait une imposture de la part de ces associations, et que pour moi elles sont classées dans la même imposture qu'un SOS Racisme, je veux dire. Sauf qu'ils ont un pouvoir, on sent, un peu plus démesuré, parce qu'ils ont un pouvoir. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que vous voyez bien, ils ont un pouvoir évidemment sur les politiques, etc., mais aussi sur les citoyens. Ils attaquent je veux dire, ils ont vraiment des moyens de pression assez phénoménaux, quoi. Parce que ces gens-là, ils ont un pouvoir, voilà, tout simplement. Et donc, ils ont défini une ligne rouge, ils ont défini un endroit où vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas vous exprimer, y compris à la simple évocation de ce qui pourrait paraître l'évidence, c'est-à-dire d'expliquer qu'il existe des lobbies sionistes, voilà, mais comme il existe des lobbies industriels, ou des lobbies effectivement écolos, ou le lobby gay, ou le lobby
des Africains, le lobby gabonais, le lobby, voilà, on peut en trouver des lobbies à l'appel, mais en tout cas, il y a des lobbies plus puissants que d'autres. Hein, ça non plus, il ne faut pas non plus verser dans le gauchisme démesuré. On sait que c'est une pathologie, il faut se guérir, mais bon, un peu trop, voilà, dans le gauchisme moyen, pour mettre tout le monde à égalité. Non, ce n'est pas vrai. Tous les lobbies ne se valent pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas la même influence, tout le monde n'exerce pas, on va dire, le même rapport de force vis-à-vis de la société, comme justement ce lobby sioniste, le CRIF, qui est un organisme très puissant, et pour preuve, vous ne pouvez même pas, en France, le citer de la part d'un homme politique sans être immédiatement inquiété. Hein. Donc ça, c'est quand même la commandanture dans toute sa splendeur. Hein. Alors, il y a aussi, oui, il y a un petit fait, mais fait divers, on va dire, fait divers. C'est Laurent Deutsch. Je ne sais pas si vous avez capté, mais lui aussi a eu beaucoup de problèmes. Et il a eu beaucoup de problèmes. Pourquoi il a eu des problèmes, Laurent Deutsch ? Parce qu'il voulait aller faire une conférence à Trappes. Et c'est le cas de le dire, il s'est fait attraper lui aussi, attrape, trappe, ça sonne comme un piège, mais c'est de la langue des oiseaux. Il s'est fait piéger, trappe, c'était pas le bon, attrape, vous vous faites piéger. Et en fait, il voulait aller faire une conférence dans un collège, et le thème de la conférence était de leur faire, on va dire, connaître l'histoire de Trappes, en particulier, puisque le nationalisme, visiblement, était une route qui a traversé tout un tas d'histoires. Vous savez, Laurent Deutsch, il est passionné de l'histoire de France, de Paris, de l'Île-de-France. Il aime bien retourner dans les endroits, vous faire toute une histoire. Et donc là, le but était, évidemment, de leur faire une conférence sur l'histoire même de Trappes, du lieu où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lieu-là. Je trouve ça assez fascinant, très intéressant. Et effectivement, d'un point de vue pédagogique, de faire effectivement aimer l'histoire et donc aimer, oui, le pays. Et là, il y a des profs, alors, du front de gauche, vous savez, les grands démocrates de gauche, vous savez, les gens qui viennent cagouler dans les manifs avec des battes de baseball pour nous montrer qu'ils ne sont pas racistes. Et donc, ces gens-là, qui donnent des leçons à toute à la planète, qui ont un ADN génétiquement mieux que le nôtre, le mien en tout cas, c'est sûr, et qui nous expliquent qu'ils ne font pas de l'histoire pour faire aimer la France. On n'est pas là pour faire aimer la France. Ah bon ? Ils sont là peut-être pour la faire détester, par contre. C'est ça, parce que c'est de l'idéologie, là. Alors, quand on me dit que l'histoire n'est pas idéologique, bien sûr que si, on se sert... Vous allez encore le voir tout à l'heure, mais l'histoire est le fondement même de l'idéologie, puisque c'est sur ce vers quoi l'idéologie s'appuie pour faire la démonstration de son, on va dire, de son bien fondé. Donc tout le bien fondé de l'idéologie antiraciste s'appuie sur l'histoire coloniale, pour expliquer que, en gros, la France est une nation de salauds, de nationalistes, etc., de racistes, puisque le nationalisme, le colonialisme, l'impérialisme, le gna-gna-gna-gna, et tout ça, donc, fait que, en tout cas, c'est un pays d'immondes salauds, d'immondes voleurs, et donc, ils ne sont pas là pour le faire aimer, ce pays. Donc, en gros, moi j'ai le sentiment que ces profs du front de gauche, ils sont plutôt là pour faire détester le pays. Parce que c'est quoi l'histoire qu'ils vont enseigner eux ? C'est encore l'histoire coloniale. Alors, l'histoire coloniale, l'officiel, salauds, ils ont tué, ils ont pillé, ils ont blablabla, ils ont fait que ci, ils ont fait que ça, machin, ils ont fait des trucs bien. Non, tout est machin. Et après, c'était des collabos. Et avant, c'était nana. Et voilà, et que du dénigrement, de l'autoflagellation, voilà, etc. Et pourtant, ces gens-là vont dire « Ah non, nous, on ne fait pas d'idéologie. » Mais ça, c'est une idéologie. C'est déjà une forme d'idéologie. De vouloir partir du postulat que la France, c'est forcément mauvais, que la nation, elle a produit que des mauvaises choses. En plus, c'est faire oublier en plus le véritable histoire, parce qu'eux se prétendent une famille de gauche, alors que la nation est précisément plutôt une notion de gauche. Donc c'est quand même extraordinaire que la nation, une notion de gauche, est devenue à ce point-là
honnie par les gens de gauche qui viennent vous expliquer que ce serait d'extrême droite de vouloir être nationaliste. Hein, c'est ne rien comprendre aux nationalistes. Hein, ou alors, justement, c'est que les lignes politiques ont tellement bougé, donc maintenant, cette gauche, en tout cas, elle est clairement anti-France. Voilà, elle se bat contre la France. Et il donc dit à Laurent Deutsch, qui a annulé sa venue à Trappes, il s'est fait piéger encore, hein, et ben voilà, il a dû lâcher l'affaire, parce que devant la polémique, alors il est assez, je le comprends, Laurent Deutsch, voilà, il se fait malmener sans cesse par des gens qui veulent le faire passer pour un raciste, un nasillon, un machin. C'est-à-dire on est arrivé en fait dans une période de l'histoire où maintenant aimer, en France, hein, c'est très particulier à la France, mais aimer la France, c'est être un nazi, c'est être un salaud, etc. Et tout ça, donc supporté par toute la grande gauchiasserie politico-médiatique, hein, je veux dire, ils soutiennent cette idée-là, ils en font même une doxa, c'est devenu une règle absolue, et tous ceux qui y dérogent, si vous arrivez dans leur petit monde là, hein, du politiquement médiatique correct, eh bien évidemment vous êtes un immonde salaud, vous êtes l'extrême droite, vous êtes un extrémiste, etc. Hein, les choses sont bien établies là-dessus, quoi. Donc pour moi, voilà, Laurent Deutsch, en tout cas, il a toute sa place. Et je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, voilà quoi, nous donne un bon aperçu, il nous fait aimer l'histoire, il nous fait aimer la France. Ça, je trouve ça très bien, c'est un passionné, il ne prétend pas être historien, il n'a pas de bagage. Il n'y a pas eu moyen de leur faire comprendre qu'il n'était pas forcément utile d'y mettre le feu. C'est pour ça qu'évidemment, moi, en tout cas, je lui apporte tout mon soutien dans sa démarche. On a discuté avec les chefs de communauté. C'est vraiment c'est vraiment peut-être ce qu'il faudra faire. Si vous voulez faire aimer le pays aux gens, il faut déjà peut-être commencer par voir ce qui se passe, qui sont, voilà, pour qu'ils s'enracinent, et qu'on arrête ce jeu aussi, alors ce qu'ils détestent. Vous voyez, on sent l'arrière-fond républicaniste de ces gens-là, parce qu'ils disent oui, ils nous parlent de roi de France. Il faudrait jeter évidemment la France son passé, c'est-à-dire que les seuls moments à garder de cette histoire de France sera les 200 dernières années, qui au passage ne sont pas forcément les 200 plus glorieuses. Hein. Donc il faudrait peut-être un peu plus des fois, effectivement, se renseigner en tout cas sur cette histoire, et arrêter de jeter à la poubelle comme ça tout notre passé, en particulier le passé royaliste et monarchique, parce que quand on va creuser un peu là-dedans, chaque fois on s'aperçoit qu'on nous raconte beaucoup de bêtises, hein, et que la République est bien passée par là, hein, pour ternir cette image d'une France pré-révolutionnaire, qui peut-être n'était pas parfaite, mais certainement un certain nombre de défauts. Je pense que sinon la Révolution n'a peut-être pas pu s'imposer comme ça, si c'était pas une planche pourrie par-dessous, hein, ça a mis du temps. Mais il n'y avait peut-être pas non plus tout acheté à la poubelle comme on voudrait nous le faire croire. Hein, et surtout que les gens qui essayent de s'y intéresser, les faire traiter de fascistes, de racistes, etc., ça devient fatigant. Vous savez que cet argument, il va bientôt être aussi éculé que l'argument antisémite. Hein. Faut arrêter. Hein. Vous voyez, l'argument antisémite, il est... Voilà, il tombe à la poubelle, si j'ose dire. Voilà, antisémite, oui. Enfin, c'est vrai, c'est tellement, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Et bien là, c'est un peu pareil avec les nouveaux termes, là, les nouveaux extrémistes, les nouveaux racistes, les gens qui vivent leur racisme toute la journée. Mais ça en devient pareil, la même pathologie paranoïaque. Hein, de voir évidemment le racisme partout, hein, et puis c'est bien pratique, et puis ça crée des problèmes, parce que ça veut dire que, donc, par exemple, quand il y aura un prof blanc qui va engueuler un petit élève noir, là ce sera du racisme. Hein. Par contre, s'il engueule un blanc, non, il fait son boulot là. Donc, vous voyez, ça prend une dimension vraiment voilà, inquiétante de pathologie, et quand tout le monde se met à hurler au racisme, on est passé dans l'espèce d'ère d'ailleurs de post-SOS racisme, hein, où on a connu donc la grande victimisation, hein, SOS racisme, c'est eux qui ont expliqué aux gens, vous avez le droit d'être là parce que votre pays a été colonisé jadis par la France, etc. Puis il y avait des gens de gauche derrière, c'est vrai, etc., qui applaudissaient, qui vont vous expliquer tout ça. Et puis aujourd'hui, on voit bien,
ce poste antiracisme, il est encore plus agressif. Maintenant, il est passé en phase d'offensive. Hein, maintenant, c'est des camps de décolonisation interdits aux Blancs, hein, aux personnes non racisées. Hein, encore un beau terme de novlangue. Putain, la novlangue, tous les jours, il y a des nouveaux mots. Donc voilà, pour les personnes non racisées, vous voyez. Donc ça, voilà, vous voyez, on est passé du gentil Harlem Désir à Ouria Boutelja, quoi. Hein, il faudra peut-être un jour s'inquiéter, en tout cas se poser la question de savoir, hein, le fond parce que ces gens-là, là, dont on parle, qui font des camps anti-blancs, machin, ce sont des gens qui prétendent défendre l'antiracisme. Hein, faut quand même le remettre. Ce sont eux, les indigènes de la République. C'est les gens qui portent le discours, hein, la France est une méchante puissance colonisatrice, et les Français doivent s'adapter, les Français sont tous des racistes, les Français gna gna gna, et en plus je dis les Français, non, les Blancs, ils se cachent pas, parce que eux, ils sont basés sur des ressorts ethniques, hein, puisqu'ils vous expliquent qu'il y a des personnes racisées, des personnes non racisées. Donc ça veut bien dire que quelque part, eh ben, le principe de ces gens-là, il est clairement raciste, quoi. C'est profondément raciste. Voilà, donc et on est passé dans le post, pour moi, le post-SOS racisme, avec des gens maintenant très agressifs, qui manifestent, et qui de plus en plus affichent leur ambition, qui est pour moi, donc à la fois une agression ethnique, hein, puisque les Blancs ne peuvent plus se défendre, parce qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, parce que ce serait raciste. Donc dès qu'ils se défendent, c'est du racisme. Hein, c'est ça l'idéologie antiraciste. En revanche, eux ont le droit d'attaquer, ont le droit de critiquer, ont le droit d'exalter leur race, etc., d'assouvir tout ce qu'ils veulent, parce que eux, quand ils le font, c'est l'expression de la différence, c'est l'expression de la diversité. Hein, voilà, ce sont des chances pour la France, des gna gna gna, voilà. Hein, ils ont des traditions gentilles, on verra, voilà. C'est toujours quelque chose de bien, de positif. Par contre, les Blancs, c'est toujours finalement quelque chose d'horrible, machin, sont d'horribles fascistes, etc. Ils n'ont pas le droit de parler, pas le droit de s'exprimer. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est le fond de l'idéologie antiraciste, hein, qui a bien été défini. Et aujourd'hui, dans la nouvelle composition, bah là, c'est très agressif. Maintenant, les Blancs, il faut qu'ils ferment leur gueule. Ça manifeste de l'anti-France, clairement, en France. Voilà, à Paris, ce sont des gens qui affichent carrément non, on veut plus vivre avec les Blancs. Donc il y a vraiment un projet de société, in fine, dans l'antiracisme, qui est d'apartheid. Mais attention, apartheid discriminant pour les Blancs. Hein. Il faudra bien comprendre hein, que c'est un nouvel apartheid. Hein, voilà. Donc voilà, ces gens-là, ce qu'ils veulent mettre en... J'ai envie de dire, l'apartheid, c'est au mieux. Sinon, ils nous emmènent vers le conflit. Hein, ce sont eux qui emmèneront vers le conflit. Il faut quand même se rendre compte. Hein, ces gens-là, quand qu'ils attisent et qu'ils mettent dans la tête des gens en leur expliquant, voilà, en gros, vengez-vous. Hein, parce qu'in fine, c'est ça. Hein, quand il y avait les slogans de la marche de la dignité dans Paris, ce sont des gens qui appelaient à la vengeance. Hein, qui disaient, oui, on vous a mis dehors d'Algérie, maintenant il faut faire pareil ici. Ah bon? Ben dis donc, il y avait des slogans, mais complètement extrémistes, hallucinants, avec des banderoles en arabe, etc. Des gens qui sont venus des États-Unis, qui vous expliquent la suprématie de la race blanche en France. Voilà la réalité de ce post-antiracisme, et c'est eux qui vont prendre la relève. Donc, posez-vous des questions, et je pense que vous ferez mieux de vous inquiéter pour la suite des événements, quoi, parce que c'est eux qui vont arriver, et eux, en plus, ils ont les cartes en main. C'est eux que vous verrez à la télévision, hein. C'est pas moi que vous verrez à la télévision. Enfin, la télévision, si, vous voyez à la télévision, la preuve, on y est. Mais c'est pas les mêmes télés, eux, ils vont parler à beaucoup plus de gens. Hein. Il y aura des millions et des millions de gens connectés pour pouvoir les voir, et à qui ils vont déverser donc toute leur soupe antiraciste, et se parer comme ça de l'ADN des gens bien, parce qu'ils seraient de gauche. Parce que la gauche est, vous le savez, profondément antiraciste. C'est connu. Donc, on va faire la pause, Inch'Allah, non? C'est bon, on fait la pause, et puis on reviendra après, comme ça on pourra visionner les vidéos, etc. En plus, si je vois qu'il y a déjà en plus des questions, c'est bien, et tout, comme ça on fera un mix vidéo, questions, etc. C'est sur meta.tv. On revient tout de suite, à vous la régie.